Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici de RTS sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec aujourd'hui une thématique intéressante sur la table. Nous allons revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo, sur le plan politique, bien sûr. Vous le savez, il y a beaucoup de coins qui s'ouvrent avec les débats sur la Constitution, de l'autre côté, la crise sécuritaire à l'est de la RDC, avec l'AFC M23 et ses revendications, et également la prise des paroles de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, qui parle même d'un risque d'une soudanisation du conflit. En référence à ce qui se passe actuellement au Soudan, il y a la CENCO qui pense que le moment n'est pas tellement propice pour changer la constitution. De l'autre côté, en interne, il y a une opposition républicaine qui semble se mettre en place avec les démarches de Jean-Marc Kabound. Est-ce que tout ceci, toutes ces politiques, si on peut le dire ainsi, la République démocratique du Congo est-elle piégée par ces hommes politiques qui courent justement derrière leur positionnement? Ce sera la grande question qui sera débattue au cœur de ces numéros d'ici direct. Et puis, on va ouvrir une petite parenthèse avec la sortie du gouvernement provincial dans le Haut-Katanga, Martin Kazembe, qui vient de sortir son gouvernement. Et la conséquence, c'est qu'il est toujours intérimaire. Ce sera donc la grande question qui sera au cœur. Monsieur Muganza Mwanga Bebeto, vous êtes cadre de l'IDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à mon co-débatteur Kayati. Je salue tous les téléspectateurs de la radio Héritage, sans oublier le nouveau gouvernement de Maté Kazembe Choula. On les souhaite aussi, soyez bienvenus pour relever les défis. Et on attendait ce gouvernement depuis longtemps. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Kayati, vous êtes cadre du MLC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les spectateurs de la radio Héritage. Et je salue également aussi mon co-débatteur ici présent, plutôt monsieur Bebeto, mais aussi l'équipe technique qui nous amène dans des différents ménages. Justement. Voilà, on l'a annoncé, M. Belessi va nous rejoindre dans quelques secondes, mais on commence déjà par la petite parenthèse avec la sortie du gouvernement. Vous, de votre côté, vous l'attendiez justement ça. Dites-moi, est-ce que c'est toujours M. Kazembe qui est intérimaire qu'il fait ou c'est déjà un gouverneur assumé? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous connaissons très bien que Martin Kazembe Choula est gouverneur à l'intérim. Mais on ne sait pas si un gouverneur à l'intérim peut remanier le gouvernement provincial. Ce qu'on fait, c'est la politique. Tout à fait. Je pouvais vous assurer que Kazembe est gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'est pour cela, après 7 mois d'absence de M. Kabila, le gouvernement aujourd'hui est remanié. Et donc, ce qu'on a atteint ce niveau-là, nous sommes tous persuadés que Kazembe est déjà gouverneur. Et on peut tourner donc la page. Alors, je vous garde justement parmi les noms, il a quand même gardé quelques noms, Bobo Maloulou, qui garde donc les portefeuilles de l'agriculture, Jean Didier Moulenda qui est toujours au plan et au budget. Et puis il y a Max Pandé qui est de la RDEV. Est-ce que c'est une façon de dire que l'union reste sacrée entre ces deux personnalités? L'union doit être toujours sacrée. L'ARDEV n'est pas Kabila. L'ARDEV, c'est un parti politique. De Kabila, mais il faut quand même être lucide. Ce n'est pas de Kabila. L'ARDEV est chapeauté par Kabila, mais l'ARDEV, c'est une structure. Kabila ou pas, l'ARDEV est toujours là. Le gouvernement est toujours sacré. Vous voyez la présence de l'INAFEC qui est toujours là. Des ABAR TDC, déjà Marie Kalamba, plus ou moins 3 ministres, IDPS 3, ARDEV 2, vous voyez. C'est toujours, nous montrons notre souci que, quelles que soient les divergences politiques, quelles que soient les divergences des acteurs politiques, mais nous, à l'Union sacrée, nous sommes toujours soudés et cohérents. Est-ce que c'est le message que transpire ces gouvernements? L'Union reste sacrée au niveau de la province, il n'y a pas eu de fissures, il n'y a pas eu des agitations. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Nous saluons en passant tous les nominés de ce nouveau gouvernement, bien que le gouvernement n'est pas encore officiel. Ouais. Alors, par rapport à votre question, moi je dirais que le gouvernement Kazembe Choula,
je dirais que c'est un remaniement. Ouais. Parce qu'il a gardé certains membres tout en insérant aussi de nouveaux membres. Ce qui fait que c'est un gouvernement tant attendu parce qu'on a beaucoup parlé de ce remaniement et lui également il a pris du temps, il fallait qu'il écoute toutes les parties, n'est-ce pas, pour aboutir aussi à constituer une équipe qui va, n'est-ce pas, aussi atteindre ou bien rapprocher les attentes, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et donc c'est un gouvernement bien sûr qui a atteint plutôt, ou bien qui va atteindre, je pense, que la confiance de l'Union sacrée en général, mais aussi de tous les partis politiques membres de cette plateforme politique. Alors, M. Muganza, on va passer directement à M. Belessi tout de suite, mais il y a quand même des critiques récemment. On dit 7 mois après, il n'y a pas d'action concrète de M. Kazembe sur le terrain. Est-ce que ça peut se justifier par le fait qu'il n'avait pas son équipe à lui, mais il y avait quand même une équipe qui devait obéir à ses ordres, mais sur le terrain, on sentait que c'était trop cosmétique, on ne sentait pas des actions plus concrètes. Oui, bon. Vous voyez, chaque œuvre humaine doit avoir toujours des critiques. Ouais. Il y avait des actions concrètes. Oui. Si vous partez aujourd'hui au niveau de Kalebouka Maembe, la route qu'on est en train d'asphalter là, c'est l'action de Kazembe. Ce n'est pas même une continuité. C'est l'action de Kazembe. C'est lui qui avait initié ce travail et on est en train de travailler. Donc si vous dites qu'il n'y a rien, donc la province est calme. Oui. On a quand même diminué les taux de l'insécurité. Il travaille, il a continué, donc il faisait l'intérim. Okay. Il n'avait pas la signature, il faut le savoir. Il n'avait pas la signature. Mais vous parlez de la route. Oui. Il a initié. Il a initié cet asphaltage de la route de Maembe Kalebouka là-bas. Donc ce qu'il a la signature. Oui. Où il avait. Oui, il doit poser des actes en tant qu'intérimaire. Il a travaillé. Si on dit que Kazembe n'a rien fait, il a fait quelque chose et son gouvernement est là. On ne doit pas l'appuyer seulement pour l'appuyer. Nous sommes une jeunesse éveillée. Nous attendons maintenant qu'est-ce qu'il va faire parce que tout le monde cherchait ce gouvernement pour qu'il puisse mettre les machines en marche pour le développement de la province. Merci. Et il doit mettre les machines en marche et si ça ne marche toujours pas, on dira toujours, monsieur le gouverneur, il y a des ça ne va pas. On n'est pas là pour appuyer ce qui n'est pas appuyé. Merci. Monsieur Belessi est avec nous, il est cadre de l'ECD. Bonjour et bienvenue. Un petit commentaire sur la sortie du gouvernement. Ouais, on attend qu'elle soit officielle, mais quand même elle a été déjà lue. On espère vraiment que l'équipe est bien en place. Voilà. Est-ce que la page Kaboula, elle est cette fois définitivement tournée? Là, c'est vraiment tourné. C'est le style de notre politique. Le non-respect de la Constitution, non-respect des procédures. C'est comme ça que le Congo évolue. Mais sinon, il est déjà gouverneur. Oui, il était le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur n'est pas habilité de former un gouvernement. Le gouverneur intérimaire aussi n'est pas vraiment habilité de former d'abord son gouvernement aussi. Mais comme c'est fait, dernièrement il était avec le chef de l'État, sûrement, on l'avait autorisé dans un bureau. Ça reste d'effectivité. L'effectivité, c'est quoi? C'est ce que nous voyons ici, puis ces personnes ne vont les reprocher sur l'acte. Mais vous êtes opposant pour ça, vous ne faites rien, c'est ça? Non, nous, de l'opposition, qu'est-ce que nous allons faire? On va parler, non? Oui. On parle. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Ils ne vont pas nous écouter. L'opposition n'ira pas, mais non, dans plusieurs fois. Est-ce qu'ils nous respectent? Eux-mêmes savent que les textes et les droits administratifs ne disent pas ça, mais ils le font. Nous, de l'opposition, nous allons seulement parler. S'ils veulent nous écouter, qu'ils nous écoutent. S'ils échouent, c'est pendant la campagne électorale que nous allons les jeter des flèches. Des flèches et dire que non, il y avait la mauvaise gouvernance. Vous voyez, ils ont fait ceci, ils ont nommé tel, ils ont fait ceci, cela. Mais dans une grande province comme ça, non seulement une grande province, dans une province, on ne peut pas vivre sans un gouverneur, sans les responsables. C'est pourquoi nous donnons la chance à Kazembe de découvrir cette vide juridique. Sinon, la province va tomber en faillite. Merci. Mais sinon, pendant le temps qu'il a passé aussi, il y a quelques points
qu'on a remarqué, on a dit non, les messieurs, ça va quand même. Ah, ok. Sur la sécurité d'abord. Là, je vous dis la vérité, nous venons de passer quand même des moments un peu calmes depuis cette nouvelle année. Puis c'est très souvent au mois de décembre, il y avait beaucoup de dégâts. Mais maintenant, je crois que c'est cette équipe, Kazembe, l'homme de la police et le général Edi Kapen, donc Kilimalimba de la police et Kazembe, ils ont joué vraiment un rôle sur le plan sécuritaire. Merci. Et maintenant, la forme du gouvernement, c'est ça qui reste. Oui. Et moi, je critique un peu. Rapidement, comme ça, on passe. Et je critique pourquoi j'ai dit, au Katanga ici, il y a le Katanga d'abord, l'ancienne configuration. Il faut tenir compte. Il y a aussi le Kassai qui prend presque la deuxième force. Et le Kivu, Bandundu et le reste, on ne les nomme pas. Au Katanga. Mais là-bas, quand vous regardez, c'est divisé, non? On voit, c'est 5 Kassaïens et les Katangais. Pourquoi pas Kivu et les Bandundu? On entend que moi, puis c'est les notables Katangais m'avaient dit non. Il n'y a que de laisser, puis c'est toi qui fais la politique, on va te nommer. Mais non, je ne dis pas ça. Il y a d'autres personnes aussi. Merci. Hein? Bon, voilà, on va pas, j'espère qu'il n'y a pas à contredire. Voilà, merci. On va parler maintenant de notre thématique d'aujourd'hui sur la République démocratique du ça, c'est un constat. Et par rapport au débat sur la Constitution, il y a la FCM 23 avec ses revendications à l'aide de la RDC. La dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, qui fait d'ailleurs référence à la soudanisation. Donc, pour ce qui se passe au Soudan actuellement, il y a la Senko qui est vent debout, l'opposition à l'interne. Est-ce que notre pays est-il piégé par ces hommes politiques? C'est la grande question. On voulait vraiment réfléchir là-dessus. On commence avec vous, monsieur Jean-Claude Kayati. Voilà, vous allez tenter de contextualiser puisque c'est beaucoup de points. C'est à vous de voir par où vous commencez. Mais la grande question, est-ce qu'aujourd'hui, le pays il est piégé par ces hommes politiques? On a l'impression qu'on n'avance pas puisque chacun campe sur sa position. Encore une fois de plus, monsieur Jean-Claude, je vous dis merci. Ça, c'est une question qui est vraiment très pertinente pour la vie politique congolaise. Est-ce que le pays est piégé par la politique politicienne? Je dirais que le pays a été piégé depuis très longtemps par le régime qui était là, en place, au regard de sa politique politicienne. Parce que les habitudes que nous manifestons aujourd'hui... La politique a commencé avant les régimes qui étaient là. Évidemment, je vais y arriver. Okay. Les habitudes que nous développons aujourd'hui, ce sont des anciennes habitudes. Et ça continue ainsi. Heureusement que le pays a une population qui est jeune. Cette population qui est engagée aussi à l'actualité politique, aussi à faire la politique. La population, elle est maintenant en mesure et en maturité de comprendre facilement ce qui se passe dans notre pays. Ce qui fait que le grand risque pour ces politiciens qui sont véreux, c'est la crise ou la perte de confiance de la population envers ces politiciens-là. Et donc, le pays était déjà piégé par le régime passé et même soudanisé. Parce que le régime passé, Joseph Kabila Kabange, il avait déjà soudanisé le pays. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de faire le tout possible pour déssoudaniser le pays. Nous éclairer. Oui, je vais y arriver. La soudanisation implique qu'il y ait des... Je vais y arriver. Il faut que les gens Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de mener un combat pour réunifier ce pays, pour doter ce pays des lois qui les sécurisent, la Constitution ou bien... Monsieur Jean-Claude, la réunification. J'y arrive. Non, il faut quand même qu'on y aille avec le fait. En oui. 2019, quand j'y arrive. Ouais, le pays est quand même réunifié. J'y arrive. Ouais. Comment est-ce que Kabila a soudanisé le Congo? C'est lorsqu'il a nommé plus de 500 généraux Tutsi. Et donc, notre armée était constituée de plus de 500 généraux Tutsi. Donc, l'armée était déjà mono-ethnique. Et donc, ces généraux étaient nommés déjà dans des zones telles que l'Est du pays, contrôlés par des Tutsis, et les Tutsis qui étaient aux manœuvres de Paul Kagame. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, avec le programme de nettoyage, le programme de passer au crible pour doter à la République démocratique du Congo une armée nationale et vraie républicaine, nous sommes en train de déssoudaniser le pays et réunifier le pays. La situation qui se passe à l'Est, M. Jean-Claude, je vous rappelle que c'est une situation
qui s'est passé dans l'histoire de notre pays. En 1967, rappelez-vous, avec les mercenaires belges qui soutenaient M. Monga, colonel Monga, qui était président de la République du Kivu. Vous vous rappelez, le président Mobutu n'a pas ménagé aucun effort pour réunifier le pays. Rapidement. Oui. Quel que soit le temps que ça avait pris, le président Mobutu était arrivé à réunifier le pays jusqu'à ce que les mercenaires étaient anéantis. Aujourd'hui, de la même façon qu'en 1967, le pays sera réunifié. Joseph Kabila, il doit avoir honte d'avancer ces jargons-là, d'avancer ces mots-là, soudanisation. Alors que non, on comprend. Ouais. Dans son mental, dans son subconscient, Joseph Kabila avait déjà préparé la division, la balkanisation de ce pays. Comment expliquer, si cette soudanisation n'était pas dans ses pensées, comment expliquer, j'avais donné la fois dernière un article, l'article 1er de la Constitution qui stipule que la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juillet 1960, oui, rapidement. Un État uni et tout ça. On définit la République démocratique du Congo, mais sans donner la superficie du pays. Ça veut dire qu'ils avaient déjà monté tout ce plan, il fallait l'exécuter sans mettre la superficie du pays, 2 345 410 km² dans la Constitution. Comme ils savaient avec Kagame qu'il devrait soudaniser le pays, il n'est pas il fallait carrément... de la Constitution en 2026, il n'était pas les seuls artisans. Mais il dit que c'est sa Constitution. Ah, c'est la Constitution de Kabila. C'est sa Constitution de Kabila. Et voilà pourquoi il avait le pouvoir de la réviser. Aujourd'hui, il interdit aux autres de la réviser parce que c'est sa Constitution. Lui, il pense que c'est sa Constitution. Merci. Et donc, le pays était déjà soudanisé. Nous sommes en train de mener le combat par l'Union sacrée pour réunifier le pays. Merci. Monsieur Muganza, vous êtes cadre de l'IDPS. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est le débat sur la Constitution, un débat qui a coûté même la tête à M. Bahati au Sénat. Il y a également l'AFC. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on en parle. M. Kabila qui fait une sortie et qui voit un risque de soudanisation et qui appelle à balayer le système actuel, le système dont vous faites partie. Est-ce qu'aujourd'hui, par les positions partisanes, le pays est piégé par les politiciens? Est-ce que la soudanisation est-elle constitutionnelle? C'est un aperçu, en fait, c'est un avis. Je suis pas, mais c'est un avis. Il émet un avis par rapport à une analyse comparative. La sortie médiatique de Kabila a été erronée, frustrée. Et je suis très content avec cette sortie médiatique parce qu'il ne parlait pas, mais la politique lui pousse à parler. Quand on parle de la soudanisation, ça ne nous intéresse pas. Nous parlons de la congolité. Le Congo est à la recherche de la congolité, d'avoir les vrais fils du Congo, du père et des mères qui ont les soucis de l'avancement de la République démocratique du Congo. Leur motivation, lorsqu'ils ont créé la rébellion du M23, la motivation était de chasser Félix Tshisekedi au pouvoir, avec toutes les raisons qu'il révélait. Maintenant, aujourd'hui, donc, si on parle de la soudanisation, donc cette émission-là a failli. L'armée là, révolutionnaire de l'AFC 23 n'est plus capable de chasser Félix au pouvoir. C'est pour cela maintenant, on évoque une autre idée de la soudanisation. Ça ne dépend que de M. Kabila. Il a fait 18 ans au pouvoir. Où est-ce que la soudanisation était? Il était capable de faire tout ça. Il se méfie des louanges. Le Congo n'a pas besoin de la soudanisation. Le Congo a besoin de l'unification de la République, du développement de ces pays. Quand on parle aujourd'hui de l'opposition armée, est-elle constitutionnelle? Mais les gens se manifestent contre la révision, soit le changement de la Constitution, ce qui est constitutionnel. Mais les gens s'appuient à des choses inconstitutionnelles. Moi, je regrette. Mais notre jeunesse est éveillée, messieurs les journalistes. On ne peut plus être manipulé comme nos papas, nos vieux, nos grands-pères. Non, non. On parle de l'opposition armée. Est-elle constitutionnelle? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en créant cette opposition, est-ce que M. Félix Tshisekedi a déjà dépassé les mandats que le peuple avait donnés?
Vous voyez que la guerre n'est pas motivée, la guerre n'a pas le droit d'être là. Et si on arrive aujourd'hui à avoir cette idée-là, de changer la constitution, de faire ça, de faire ça, de faire ça, moi je vous dis c'est constitutionnel. Et la constitution sera changée. Mais la soudanisation, soit la balkanisation en d'autres termes, que M. Joseph Kabila est en train d'évangéliser la population congolaise, et lui-même avait déjà soudanisé ce pays économiquement. Merci. Parce que les recettes de la République démocratique du Congo, dans les jours passés, le Rwanda fut le premier producteur de l'or. Au Rwanda, il n'y a aucune colline là où on peut exploiter même 1 gramme d'or. Mais les Rwandais, on avait déjà balkanisé économiquement la République démocratique du Congo. Oui. C'est pour vous dire, nous sommes éveillés. Joseph Kabila est étouffé. Au début de cette rébellion, lorsque M. Félix, le président de la République, avait dit que c'est Kabila qui est derrière la rébellion, tous qui disaient non. Mais aujourd'hui, il est en train de manifester cela. Mais il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il est avec la rébellion. Point de presse, c'est à Goma. Chaque jour à Goma. Donc, Lubumbashi n'est pas là-bas. Vous l'avez déjà condamné. Vous l'avez condamné. Non, lui, il a dit qu'il n'est pas condamné. Il a dit que sa maison, là, il avait acheté depuis 1999. La maison de Goma. Donc, Joseph Kabila n'a pas de maison là-bas. Merci, monsieur. Monsieur Vélé, c'est avec vous. Voilà, vous êtes de l'opposition républicaine, du côté de M. Martin Fayoulou. Vous suivez le débat, vous y participez. Par exemple, vous êtes contre la démarche sur la Constitution, la démarche entreprise par le régime actuel. Vous suivez les revendications de l'FCM 23. Vous avez suivi la sortie médiatique de M. Kabila. C'est de la politique. Et nous, on veut nous interroger, est-ce qu'aujourd'hui notre pays est-il piégé par vous, politiciens? Oui, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des politiciens qui sont à la base. Et actuellement, ce sont ces 3 personnes, les 3 protagonistes. Ah, il y a 3 personnes donc. Oui, les protagonistes méchants. Donc il y a Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, et Corneille Nangaa, qui sont à la base de tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. N'eût été leurs arrangements, leurs tricheries électorales de 2019, on ne devait pas connaître. Ça n'a pas été confirmé par personne, cette thèse-là. Non, mais non. Corneille l'a dit, mais Kabila a semblé ne pas dire la même chose. Kabila est en train de subir les conséquences de sa traîtrise. Il a trahi tout un État, puis c'est Kabila qui a demandé à Nangaa de tricher. Et Nangaa a triché en faveur de Félix. Ce n'est pas Félix qui avait triché aux élections. Il était chez lui. C'est Kabila qui a organisé la tricherie. Il ne pouvait que souffrir comme ça, puis c'est nous aussi de décider. Nos genoux étaient toujours par terre. On invoquait les grands dieux, les dieux des ancêtres, on dit, Dieu, il faut punir Nangaa, punir Kabila. Et ils sont en train de subir aujourd'hui. Voyez comment Kabila est devenu. Il heurte sans guide. Un monsieur qui n'a plus d'adresse. Il est devenu un qu'est-ce qu'on dit encore à droit? Apatride. Apatride. Il parle quand même en tant que ancien chef d'État, il l'a dit. Mais non, il n'a plus d'adresse. Dans l'interview qu'il est vu toujours comme un ancien président. Non, on vient de soulever ici pourquoi il a parlé de sa résidence, sa maison qu'il a achetée depuis 1999. Or, il a d'adresse partout. Il a des concessions. Si vous prenez toutes les concessions de Kabila, ça dépasse même les Gabon. Vous savez ça, la superficie. Bon, on prend Kingakati, Kachamata, Kundelungu, tout. On associe. Okay, ouais. Ça, nous disons ceci. À décider, pas question de changer la Constitution. Si on change la Constitution, c'est un coup d'État que Félix est en train de faire contre la Constitution. Savez-vous qu'Étienne Tshisekedi avait fait aussi le coup d'État constitutionnel c'était en 1991. On va revenir là aussi, votre premier thèse. Oui, les Congolais ne savent pas qu'il y a déjà eu un coup d'État constitutionnel. Mobutu nomme Étienne Tshisekedi Premier ministre. Étienne Tshisekedi vient au moment de prestation de serment, il commence à railler. Qu'est-ce qu'il a raillé? Le président de la République est le garant de la Constitution. Trop.
les garants de la Constitution, tout ça. Le même jour, on l'avait destitué. Puis c'est pour Mobutu, c'était un coup d'État constitutionnel. Félix est passé par la voie des élections. Il considère qu'il est le président légitime et légal de la RDC. Oui. 2019, 2023. Il a organisé encore les élections avec la même constitution. Il passe président de la République. Ce n'est pas à lui de changer, de nous dire que cette constitution, ça ne va pas. Puisqu'il a organisé déjà. Il devait nous dire dès la première mandature, qu'est-ce qu'on devait faire? On allait organiser une transition. C'est comme Fayou le demandait là. Il a dit, les problèmes du Congo, nous allons faire le plan de sortie de crise, on organise une transition. Je vais diriger seulement pendant 2 ans. Et c'est pendant ces 2 ans-là, puisqu'on évitait le coup d'État. Mais la Constitution le lui permet, je vais revenir à vous. Oui, si Fayou passait. Donc c'est Fayulu qui avait la légitimité de changer et pas Félix. Non, Félix n'a pas cette légitimité puisqu'il a organisé les 2 élections. On ne peut changer la constitution que pendant la transition. Soit, mais c'est ça la connaissance du droit. Quel article? Non, tu es profond d'abord de domaine. Oui. Hein? On peut changer la constitution que pendant la transition, soit une révolution. Quand on dit la Révolution française, là ils ont changé. Puis c'est changer la Constitution, c'est changer la République. C'est ça, ok. Merci. Un président légitime ne peut pas changer la Constitution, il peut réviser la Constitution. Ok. Monsieur Jean-Claude, vous avez suivi les analyses de monsieur Bélessi. Encore une fois, on revient d'abord sur le premier plan, c'est le débat sur la Constitution, on le sait. Ça divise. On a l'impression que l'Union sacrée, certes majoritaire, mais semble être isolée. Les autres secteur politique, l'opposition est tellement contre cette démarche-là. Vous savez, M. Jean-Claude, j'aimerais d'abord commencer par le début de ce qu'il a dit. Ok. Il a parlé... les 3 personnes qui... Non, il a parlé de 3 personnes, Tshisekedi, Nanga et Kabila. Qui sont à la base. Il a parlé de l'arrangement qui avait fait en sorte que Tshisekedi soit porté à la tête du pays. Moi, j'aimerais vraiment appeler le doyen Bélessi, parce que c'est un pionnier des médias. Je l'appelle comme ça parce que je connais de quoi il est capable. Le doyen Bélessi devrait vraiment aussi intégrer dans ses analyses l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect juridique dans tout ce qu'il dit. Parce que pour être élu, pour être proclamé président de la République, cela ne dépend pas d'un arrangement de 3 personnes. Il y a la Constitution qui a défini, il y a la loi électorale également aussi qui a défini des principes, comment être élu président de la République. Ouais. Est-ce que l'élection ou bien la proclamation du président de la République est basée sur un arrangement particulier entre individus? Non, mais l'État est géré par une constitution, une loi fondamentale. Ce qui veut dire que Tshisekedi a été élu en 2019 par la population. Il est le président de la République élu et légitime. Personne ne dit le contraire. L'arrangement dont il fait un arrangement de gestion. C'est que nous disons. Ouais. Leur parrain, la SECO, qui les soutenait qui les soutient depuis des nuits de temps, ils avaient dit en 2019 qu'ils avaient des preuves qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné les élections et ils avaient distribué autant de téléphones aux observateurs à travers la République. Mais la Cour constitutionnelle a demandé apportez-nous des preuves et nous allons voir si réellement vous avez des preuves tangibles et carrément. Voilà, revenons sur le débat actuel. Ils n'ont pas donné des preuves, ce qui veut dire que il n'y a pas un accord en dehors du pacte social qui est la Constitution. Avec les résultats. S'il vous plaît, il n'y a pas un accord particulier. C'est pourquoi on avait dit qu'on doit Monsieur Bélessi, gardez votre calme. Voilà, nous avançons. On va continuer, on n'a pas le temps. Oui. Et donc, il n'y a pas un accord particulier en dehors de la Constitution qui donne le mode d'élection du président de la République. Okay. Et j'arrive au niveau de la révision constitutionnelle quand il dit que nous ne sommes pas d'accord. Non. Le changement ou la révision de la Constitution, ça c'est une question nationale. C'est un débat national, ça ne dépend pas d'un individu. Ce que je donne comme point de vue, ça c'est moi, Kapeta Kayati Jean-Claude, en tant que Congolais. Ce qu'il dit là, ça c'est lui. Et si ça venait de la ligne politique de leur parti politique,
c'est leur avis. Ce n'est pas la population congolaise qui parle. Mais et donc, derrière les partis, il y a quand même une portion de la population. Non, mais ça, c'est un avis. Oui. Ce n'est pas ce que la population pense. Mais la population va décider, ce n'est pas le référendum. Voilà pourquoi, rappelez-vous... Quand on vous oppose les moments... Mon président Jean-Pierre Bemba... S'il vous plaît, le moment n'est pas propice. Ça n'a pas de valeur. Mon président Jean-Pierre Bemba Gombo, que je salue en passant, il avait dit au micro de votre confrère journaliste Christian Lusakweno, il a dit... Il parle trop là-bas. Oui. Pour la révision constitutionnelle, il a même donné certains articles qu'il faut revoir dans la Constitution. Il a dit le changement de la Constitution, le chef de l'État a dit qu'il va mettre en place une commission. Oui. C'est au travers de cette commission-là, cette commission, j'avais dit ici la fois dernière, que la commission sera constituée de toutes les couches sociales. Les scientifiques, les constitutionnalistes, les économistes, les opposants, la société civile. C'est tout ce monde-là qui va maintenant réfléchir, voir qu'est-ce qu'il faut revoir dans la Constitution. Chacun va apporter sa part de réflexion. On réfléchit ensemble et c'est à partir de ce moment-là, par rapport au rapport que la Commission va donner, que nous allons décider est-ce que nous devons passer au référendum. La population, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que nous pouvons changer la Constitution ou bien nous pouvons la réviser? C'est la population qui va décider. Ce n'est pas aux partis politiques de s'imposer, ce n'est pas à un opposant de dire non, nous disons non et disent oui. Ce n'est pas à l'union sacrée. Et le grand problème aussi, M. Jean-Claude, je par là, le grand problème, c'est la société civile qui doit être au milieu du village. La société civile qui doit concilier. Les deux partis manifestent une attitude belliqueuse, une attitude partiale. Je parle de la Senko par exemple. Comment une Senko qui n'est là que pour appuyer un côté et critiquer un autre côté. Monsieur. Ça, c'est ce que nous fustigeons. Ouais. Donc, il faudrait une société civile neutre qui doit relier, comprendre toutes les deux parties. On parle de la guerre, on parle de dialogue, par exemple. Je vais citer par là M. Jean-Claude. Vous allez revenir, comme ça les autres vont Merci beaucoup, vraiment beaucoup de choses à dire. Sur les débats sur la Constitution, la Senko dit elle n'est pas contre la démarche, mais elle pense juste que pendant les temps où il y a une insécurité grandissante, il ne serait pas judicieux qu'on entame cette démarche-là. Est-ce que vous êtes prêt à écouter également ces contre-argumentaires? C'est une démarche. La démarche, est-ce qu'une démarche a une durée? Qu'est-ce qui lui témoigne qu'on va réviser la Constitution aujourd'hui? Mais vous êtes là jusqu'en 2028, au moins oui, sur le plan constitutionnel. Nous sommes dans une démarche de la révision constitutionnelle parce que c'est constitutionnel. Si M. Bélès dit aujourd'hui que la révision, là, les chefs de l'État ne peuvent le faire, non, qu'il supprime l'article 218 de la Constitution. Là, c'est la révision. Oui, moi je vous dis, même les chefs de l'État avaient dit la révision, soit les changements de la Constitution. Il n'a pas dit seulement les changements de la Constitution. Pourquoi cet acharnement? C'est la révision, soit c'est la population qui va décider. Les chiens aboient, la caravane passe, nous sommes derrière. Mais c'est ce qu'on vous reproche. Vous n'écoutez pas l'opposition. La Constitution laissée par Kabila nous dit ceci à l'article 218, elle doit être révisée. Supprimer cet article, on ne parlait pas de la révision constitutionnelle. C'est une démarche purement démocratique. Et ce n'est pas la première fois qu'Abila avait révisé plus de 2 fois. Pourquoi s'acharner? Ce qui occupe le président de la République au jour d'aujourd'hui, c'est pacifier la République démocratique du Congo. Vous avez les informations à Roubaix là. Les ARDEF commencent à libérer les villages, les territoires d'Itour, là-bas partout. Yoweri Museveni d'Ouganda avait dit il faut que mes troupes quittent les sols congolais. Pourquoi il ne félicite tout ça? Nous sommes dans une démarche. On ne sait pas la durée. Félix peut passer et il laisse cette démarche. Où est le problème? Pourquoi s'acharner seulement? C'est une démarche purement démocratique. On n'impose à personne la révision constitutionnelle. Mais nous avons les représentants du peuple qui sont là. Il y a les 2 chambres qui sont là. Et nous, la population, nous sommes là. On doit tous éclairer la population. Et si nous trouvons utile, le Congo n'appartient qu'aux Congolais. Nous trouvons utile qu'on doit réviser la Constitution. On doit réviser. La Constitution n'est pas tombée du ciel, messieurs les journalistes. C'est une œuvre humaine. Et on doit les changer si l'État est opportun. Mais pour le jour d'aujourd'hui, le chef de l'État ne dort pas pour pacifier la République démocratique du Congo. Nous sommes fatigués avec les manœuvres de Kabila et les soi-disant opposants et la SECO. Si vous parlez de la SECO, ça me fait mal au cœur. La SECO qui a pris même les rebelles d'un 23.
jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut appuyer cette rébellion avec quelle fin? Merci. Il pouvait attendre d'abord qu'on change la constitution, par exemple, et Félix qui s'est dit que... Donc, c'est l'opposition qui est piégée, ce n'est pas la République. Il pouvait attendre que Félix puisse changer la constitution et il dit il est éternel au pouvoir. Et puis il revendique. Ça serait trop tard. Non, non, non. Je vous dis, c'est Kabila s'est éternisé au pouvoir. Non, il ne l'a pas fait, il ne s'est pas éternisé. Ah, après épouser demandé la faire pour toi. Il a fait 2 ans. Maintenant que les pressions ont commencé par-ci, par-là. Ah. Et il était obligé de céder les pouvoirs. Ah, vous voulez refaire la même chose? Moi, je vous dis ceci. Oui. Si l'opposition était maligne, l'opposition pouvait attendre d'abord. Attendre. Oui, que M. Félix tombe dans les pièces qu'il propose. Si on révise, on dit que Félix reste éternel au pouvoir. La République démocratique du Congo n'est plus, la République devient un royaume. Ah bon, c'est là Fayoulou qui se réveille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Oui. c'est une campagne de révision de la Constitution. Merci, monsieur. Et peut-être l'article là, si c'est 220, je ne sais pas, c'est quel article là qui détermine les mandats du chef de l'État. Peut-être l'article là sera épargné. Merci. Bon, Monsieur... alors tous les bruits ici seront justifiés par quoi? Merci. Monsieur, c'est la politique, hein, il faut comprendre. Oui, Ouais, c'est la politique, ce n'est pas une église. Oui, monsieur Bélessi. C'est un monde de frustration. Alors, l'opposition que vous représentez ici avec les idées est contre la démarche, mais on a l'impression que l'Union sacrée est une machine. C'est vraiment une grande puissance. On a vu ce qui arrive à ceux qui pensent le contraire, dont Caméré, dont Bahati. Quels sont les leviers que vous disposez pour essayer d'amoindrir la force de l'Union sacrée? Non, quand on parle de l'Union sacrée, une machine, si on pouvait constater qu'il n'y a plus de détournement, il n'y a plus de tribalisme, il n'y a plus de corruption, et une vie décente et un salaire décent, là on allait dire que c'est une machine. Oui. Mais si c'est révoquer tel, chasser tel, ce n'est pas une machine. Puis c'est une période, Félix cherchait à avoir une majorité écrasante. Il a eu, oui. Il a eu 97% des députés. Est-ce que le problème est résolu? Non, le problème n'est pas résolu. Il travaille presque à monopartisme. C'est comme un seul parti politique qui est en train de diriger le pays actuellement. Mais nous disons, depuis 1997 jusqu'en 2006, le Congo n'avait pas de constitution. C'est pour la première fois qu'on a eu la constitution. C'est pour la première fois qu'on a connu les élections depuis 1960. Voir l'élection comme ça, on a vu seulement en 2006. On a vu en 2011. On a organisé en 2018. On a organisé en 2023. C'est-à-dire, Kabila a refondé cet État. Sur ces points-là, coup de flair. Puisqu'il a laissé, à l'âge de 47 ans, il est entré à l'âge de 29 ans. Considérons quand même certains efforts de la personne. On ne peut pas voir seulement le mal, ni têter Kabila et l'organisation des élections. Oui. Est-ce que Félix devait être président aujourd'hui? Non. Puis c'est son père a milité depuis 1982 jusqu'au jour de sa mort. En 2011, c'est la première fois qu'Étienne Tshisekedi était parti aux élections. Oui. Moi, j'ai dit, Kabila a aussi des vertus. Il a des piétés. Dire que Kabila, comme il a dit, que soudanisation. Mais nous en parlons sous une autre forme. Quand nous venons ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, URSS qui était la grande puissance du monde n'existe plus. On regarde, on dit, la Yougoslavie n'existe plus. Les Soudans là, ça ne fait pas longtemps. C'était un seul Soudan. Aujourd'hui, il y a 2 Soudans. Kabila a refusé seulement de donner d'exemples d'ailleurs. Il a dit, voyez nos voisins ici. Et ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, ils n'existent pas. Et tous les signes de la balkanisation de la RDC sont visibles. Premièrement, quand on parle des zones de tampon, on a créé la Belgique et la Chypre après une zone tampon. Deuxièmement, les contingents de la MONUSCO avec une durée qu'on ne connaît pas. Le processus de retrait en cours. Ils sont autant d'années. Ce sont des signes. Toutes les armées du monde étaient au Soudan. C'était les signes
Donc nous devons nous battre, qu'on l'appelle, qu'on l'écoute d'abord. La soudanisation là, c'est quoi encore? Merci. On laisse d'abord les problèmes de condamnation là. Merci. Alors, on va conclure rapidement et on profite directement pour prendre les cartons. Donc, vous concluez et vous nous donnez les cartons d'aujourd'hui. On commence avec vous, monsieur Jean-Claude Kayati. Vous avez, pour aujourd'hui, on a quand même mis un opposant. Hein. Merci à monsieur Belessi d'être là pour contrebalancer. Votre conclusion et les cartons. Merci beaucoup. Moi, je dirais que par rapport à ce que M. Belessi vient de développer, il faudrait qu'on sache bien que cette constitution que nous avons, bien qu'il a dit que Kabila a refondé l'État en organisant les élections, ce n'était pas l'effort de Kabila, c'était l'effort de tous les Congolais. Ça, il faudrait qu'il le souligne comme ça. Parce que si Jean-Pierre Bemba a accepté de passer aux négociations, cesser le bruit des armes, c'était pour réunifier le pays, accepter que le pays soit lancé sur la voie démocratique. Et ça, c'était ça l'objectif principal. Parce que Jean-Pierre avait le souci de voir le Congo se développer, le Congo Kabila avancer. a quand même laissé les institutions. J'y avance. Kabila n'a pas laissé le pouvoir facilement. On commence par 2006. Aux élections de 2006, les élections étaient à 2 tours pour certifier la légitimité du président de la République élu. Ce qui fait que le président doit être élu par la majorité absolue. Mais ce qui fait que Kabila arriva en 2011, il a révisé l'article 71 en remettant, n'est-ce pas, les élections à 2 tours à un seul tour. Aujourd'hui, le président, la question de la légitimité revient encore dans le débat politique. Rapidement. C'est la raison pour laquelle on doit remettre les 2 tours pour faire en sorte que le président soit vraiment majoritairement élu. Ça, c'est la première question. La deuxième, quand il parle de soudanisation, écoutez, Kabila avait déjà soudanisé le pays, il avait déjà divisé le pays. Comment expliquer qu'un président de la République peut supporter l'embargo sur son armée? Mais qui avait demandé la S'il vous plaît. C'est de l'opposition, non? C'était l'opposition. C'était l'opposition qui a... C'est Étienne Tshisekedi. C'était pour limiter, depuis l'époque de Mobutu. S'il vous plaît. C'est la démarche de l'IDPS. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'un État responsable peut accepter ça? L'embargo. Comment défendre l'opposition? S'il vous plaît, monsieur. J'étais toujours à l'opposition. S'il vous plaît, oui. Monsieur Belessi, je continue. On va les laisser. Je n'ai que quelques minutes pour conclure. Comment accepter l'embargo alors que le pays était attaqué? Ça veut dire que l'embargo là, c'était l'identification des armes. C'est pour éviter que les troupes armées en possèdent. On ne pouvait pas acheter les armes. L'embargo, on l'a demandé depuis l'époque de Mobutu. C'est l'opposition. Nonobstant cela, notre pays n'était pas défendu par notre armée. Parce qu'il n'y avait pas même, l'armée était vieillissante. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'autres nouveaux militaires. Sous Kabila, il y a quand même des généraux qui se sont distingués à l'est de la RDC. Non, mais tous les généraux... Je ne refuse pas, il y avait des patriotes, tous ces gens-là étaient éliminés. Mamadou Ndala et... C'est au front. Oui, mais éliminés par la complicité de l'infiltration à l'interne. Vous voyez un peu ça. Et donc, le pays était déjà soudanisé. Aujourd'hui, Félix est en train de se battre pour désudaniser. Je veux prendre le carton vert, toujours pour mon leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est au four et au moulin. Aujourd'hui, on voit partout les aéroports en train d'être réhabilités et construits. Nous voyons l'Air Congo a posé son premier vol sur l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Et donc, le pays est en train d'évoluer. La question fondamentale, le défi de la République démocratique du Congo, c'est le problème culturel et institutionnel. Merci. Nous devons passer de la conquête du pouvoir à la politique de gestion de l'intérêt général. C'est ce que Félix est en train de faire avec les universités qui naissent partout, les écoles pour former la jeunesse. Monsieur Muganza. 1 minute 30 secondes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais conclure en peu de mots. Je suis très content avec l'opposant Belessi, le doyen qui est devant nous. Il dit que l'IRSS n'est plus la grande puissance. Les Soudan n'est plus la grande puissance, ceci, cela. Il y avait des défis. Si vous construisez une maison, une grande maison en étage, après avoir terminé à construire cette maison, vous êtes encore, vous-même qui avez construit cette maison-là, vous détruisez encore la même maison. Est-ce que vous aurez encore les mérites à votre héritage? Non. C'est les mérites-là que Kabila a perdu. Kabila qui nous a laissé la constitution, Kabila qui nous a laissé la passation du pouvoir. Mais aujourd'hui, nous amène à la soudanisation. Pourquoi?
Vous voyez comment il est en train de perdre ses mérites. Il est sénateur à vie, c'est reconnu par notre constitution. Où est-ce qu'il siège? Son Sénat là, il siège où? À Goma, au Rwanda ou bien en Belgique? Moi je vous dis, s'il faut féliciter, nous devons d'abord féliciter M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le carton. Oui, parce que si nous parlons de la démocratie, le monsieur là, que son âme repose en paix, qui a lutté pour qu'on ait la démocratie en République démocratique du Congo. Kabila a pris le pouvoir, c'est un travail acquis. Ce n'est pas un travail conquis. C'est Mouzé qui avait conquis le pouvoir, Kabila avait acquis le pouvoir. Merci. Et je donne le carton vert à mon mentor politique, Danika Bongo Binene. Pour sa pétition? Oui, pour sa pétition, pour aujourd'hui qu'on ait un gouvernement provincial de Kazembe, c'est grâce à ses efforts. Okay. Et nous sommes très fiers de cela et nous encourageons tous les Congolais qui se battent pour la République démocratique du Congo. La soudanisation reste au Soudan, au Congo, on a la congolité. Ah, merci beaucoup. Merci. Monsieur Vélez, une minute, rapidement, on conclut. Les États que vous voyez, les Congolais, nous devons faire attention. Les États sont créés par les hommes. Des fois, les gens qui créent les États n'habitent pas dans ces pays-là. Le cas du roi Léopold II. Il n'a jamais été ici, mais il a créé le Congo. Les États, ce sont les institutions. Les États naissent, disparaissent, grandissent et deviennent aussi petits. Ça dépend de votre souveraineté. Ça dépend de votre intégrité. Les hommes passent, les États passent, les institutions passent. Le tout, ça reste vide. Mobutu est parti, Kassavubu est parti, Mouzé est parti, Joseph est parti, Félix aussi doit partir et les gens vont continuer. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. On n'a plus le temps de prendre les cartons de M. Vélez. Si on se retrouve très prochainement, restez clients sur nos programmes et au revoir.